Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, jour de Conseil européen avec des discussions difficiles devant nous. Voilà ce que prédisait hier Angela Merkel devant le Parlement allemand. Les sujets clés pour les marchés, ça reste bien sûr la relance budgétaire en Europe. Le compromis a été trouvé, acté à l'occasion du précédent sommet européen du mois de juillet, mais certains détails politiques sont encore à régler et donc les discussions seront encore compliquées peut-être de ce point de vue-là. Et puis le sujet du Brexit est également qui prend une dimension un peu nouvelle avec une riposte légale organisée par l'Union européenne qui entame un processus d'action judiciaire contre le Royaume-Uni en envoyant une première lettre de notification pour répondre aux menaces de Boris Johnson de rompre l'accord de séparation qui a été signé précédemment par Londres et Bruxelles. Voilà donc les enjeux européens. Dans ce contexte, le marché est relativement calme. Nicolas Pagnès vous donnera toutes les infos clés à la mi-séance depuis la salle de marché de Bourse Direct. On a une tendance légèrement haussière à la mi-journée pour les actions européennes et notamment à Paris avec un CAC 40 qui progresse de 0,6%. Le dossier Suez est toujours sous les feux de l'actualité. Après, alors, le compromis bâti entre Veolia et Engie hier, Engie qui veut se donner encore quelques jours avant d'accepter peut-être la proposition de Veolia, sachant que désormais le fonds Ardian est officiellement candidat à la reprise de la participation de Engie dans Suez, un bloc d'environ 30%. On verra comment le sujet sera tranché dans les prochains jours. En tout cas, le marché reste prudent. Le titre Suez a fortement progressé hier, mais on reste autour des 16 € contre une offre, rappelons-le, à 18 € par action qui a été faite par Veolia ces derniers jours. Et puis dans les prémices d'activité des grands groupes mondialisés, on a eu la publication de ST Microelectronics. Les ventes trimestrielles préliminaires d'ST Microelectronics poussent le groupe à réviser à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel une nouvelle fois. C'est un sans faute pour ST Micro qui est la vedette du jour à Paris. Les infos clés sur les marchés, c'est en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance haussière à la mi-journée sur l'indice parisien. Le CAC 40 est porté par les espoirs de voir un accord aboutir aux États-Unis en ce qui concerne des mesures budgétaires pour relancer l'économie américaine. Le secrétaire d'État au Trésor Steve Mnuchin a en effet annoncé hier lors d'une conférence organisée par CNBC qu'il avait l'espoir que les négociations puissent aboutir, ajoutant que le président Trump et lui-même travaillaient à un compromis raisonnable. Le compromis qui devra mettre d'accord les démocrates emmenés par Nancy Pelosi qui propose un plan de relance de 2200 milliards de dollars, tout en assurant que ce nouveau plan permet de réduire le coût des aides économiques. Les républicains, de leur côté, proposent 1500 milliards de dollars d'aide à la relance, tout en intégrant une continuité de 20 milliards de dollars au secteur aérien. L'écart entre les deux projets de plan est donc encore important, mais Nancy Pelosi et Steve Mnuchin ont tous deux confié s'être vus plusieurs fois cette semaine afin de négocier sur le sujet. Il n'y a pour le moment pas eu de vote au Sénat sur ce sujet, les républicains estimant que les divergences sur le montant étaient encore trop grandes. L'espoir fait donc gagner quelques points à Paris et même à Londres malgré les craintes de futures restrictions. Le DAX de son côté est plus hésitant ce matin, ralenti notamment par les déclarations de Bayer qui compte réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2024, mais aussi comptabiliser une charge de dépréciation hors trésorerie comprise entre 5 et 10 milliards d'euros. La publication des indices PMI pèse également ce matin sur le DAX si l'activité manufacturière en zone euro est confirmée à 53,7 points pour le mois de septembre, soit un plus haut depuis 2 ans. Celle-ci recule finalement de 0,2 points en Allemagne. Le PMI manufacturier s'apprécie en revanche en France, voyant même son niveau révisé passer de 50,9 à 51,2 points pour le mois de septembre. Côté valeur, Engie a annoncé hier accueillir favorablement l'offre de Veolia, mais au lieu de se prononcer hier soir comme prévu, a finalement demandé un délai de 5 jours. Un délai qui devrait permettre, selon Engie, de convaincre Suez que le moment est venu d'ouvrir le dialogue. Suez qui a de son côté fait parvenir à Engie une offre alternative impliquant un consortium financier, mais une offre que Engie juge trop imprécise pour le moment.
Ardian ce matin est venu appuyer ce projet en se déclarant potentiellement intéressé par le rachat des actions Suez détenues par Engie, un intérêt dont le fonds a donc immédiatement fait part à Engie et un intérêt soutenu par le conseil d'administration de Suez et l'administrateur représentant les salariés. Un feuilleton donc à suivre sur quelques jours encore. ST Microelectronics publie de son côté un chiffre d'affaires net préliminaire de 2,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre, un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du groupe qui permet au groupe de prévoir un chiffre d'affaires pour 2020 au-dessus de 9,65 milliards de dollars. 9,65 milliards de dollars qui était le chiffre annoncé par le groupe en juillet après avoir déjà revu une première fois à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2020. Le titre gagne plus de 6% à la mi-journée. Du côté des télécoms, à présent, l'ARCEP a fait savoir qu'hier, 8 tours de table ont été nécessaires pour tenter de départager les fréquences 5G. Le total de commandes de chacun des opérateurs est toujours porté à 13, soit 2 de plus que le nombre mis aux enchères, portant la valeur d'un bloc de 10 MHz à 111 millions d'euros. Bouygues et SFR demandent 3 blocs chacun, Free demande 2 blocs et Orange demande 5 blocs. On regarde à présent ce qui se passe du côté de l'or. L'once d'or se rapproche de son côté des 1900 $. L'euro-dollar repasse, lui, au-dessus des 1,17 $ pour 1 euro. Et le pétrole repasse au-dessus des 42 $ à la mi-journée. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Séance positive à la mi-journée pour les indices européens. Les indices futurs américains sont en progression également avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Oui, un marché qui reste très sensible aux questions de stimulus budgétaire, notamment aux États-Unis. On en parle avec Frédéric Ducrozet, avec nous par téléphone, stratégiste de Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Le marché très sensible à la question du stimulus budgétaire américain. Est-ce que vous partagez ce constat et comment est-ce que vous évaluez l'espoir d'un compromis au Congrès au cours de ce mois d'octobre ? L'espoir n'est pas une stratégie et même si le marché est effectivement très sensible à ces questions-là, c'est une surprise dans la nuit qu'on ait des petits pas des deux côtés. C'est démocrates et républicains l'un vers l'autre avec des chiffres, vous l'avez dit, qui restent quand même assez éloignés, 1,5, 1,6 trillion maximum côté proposition républicaine, 2,2 trillions côté démocrate. Le gap n'est pas aussi important finalement en termes de chiffres que de détails des mesures. La philosophie aussi du package démocrate est probablement peu conciliable avec ce que proposent les républicains, mais on a cet espoir qui ressurgit. Et puis le paradoxe, c'est que si les marchés montent, ce plan devient moins probable parce qu'il y a une forme de pression quand même, en tout cas pour le président en place, à soutenir les marchés jusqu'aux élections, il faut le dire clairement. Si le chiffre de demain également, qui est très important, le rapport sur l'emploi aux États-Unis, venait à être particulièrement fort, là aussi, on aurait une probabilité à nouveau réduite. Mais en tout cas, cet espoir revient au meilleur moment, j'allais dire, pour le marché, pour espérer un petit rebond. Bon, les questions budgétaires, on les retrouve également en Europe à l'occasion du sommet européen qui commence aujourd'hui. Frédéric, Angela Merkel hier devant le Bundestag, je crois, prédisait des discussions encore très difficiles, malgré un compromis qui a été acté déjà par les chefs de gouvernement et les chefs d'État et de gouvernement au début de l'été. Frédéric, quels sont les points de tension encore là à lever, politiquement parlant, sur la question du budget et du budget de relance européen ? Il y en a au moins deux en Europe. Le premier, c'est qu'on connaît la situation particulièrement tendue entre l'Union européenne, Bruxelles, la Hongrie et la Pologne de l'autre côté, sur les questions de loi, de rule of law, de conditions qui pourraient être imposées au versement d'une partie des aides qui bénéficient, il faut le rappeler, largement aux pays de l'Est, pour des questions de poids également, de richesse par habitant notamment. Mais c'est quelque chose qui est malheureusement une question... un serpent de mer très difficile à trancher, et il y a une posture politique des deux côtés qui est un petit peu tendue. C'est le premier problème. Le deuxième, peut-être plus important, parce qu'on espère que le premier ne bloquera pas tout le package, c'est qu'ensuite il faut quand même que la majorité en tout cas des parlements des pays membres de l'Union européenne valident les propositions qui sont faites, et on sait que dans des petits entre guillemets pays comme la Finlande par exemple, voire même moins petits les Pays-Bas, on pourrait avoir des points de blocage, on pourrait avoir des demandes de dernière minute, même si en théorie c'est pas une négociation. C'est vrai, vous avez raison, c'est déjà un projet très détaillé qui est sur la table.
Angela Merkel qui signale par ailleurs, alors là, elle parle sur le plan domestique pour l'Allemagne, mais que son pays devra revenir au plus vite à la normale en termes de conditions d'endettement une fois la crise passée. Comment est-ce qu'il faut entendre cette déclaration, alors qui était faite hier encore une fois devant le Parlement allemand, mais c'est vrai que c'est l'Allemagne, et on sent bien que même en temps de crise, la question quand même de remettre en place des règles budgétaires à un moment, à quel horizon de temps, c'est une question. Cette question-là, elle est quand même encore très débattue, Frédéric. On sait qu'elle l'est notamment en Allemagne. On connaît les positions des uns et des autres. Elles n'ont pas complètement changé pour toujours à cause de cette crise et de cette pandémie. Il y a quand même les lignes qui ont énormément bougé. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de postures politiques. Il faut qu'Angela Merkel, pour l'instant, maintienne cette majorité, cette stabilité du gouvernement allemand, et notamment en vue aussi de passer l'accord final pour le budget européen. Donc il y a des mots qu'il faut que ses camarades de l'aile plus conservatrices de la CDU-CSU entendent. C'est le cas également dans d'autres pays pour d'autres raisons. En Italie, au contraire, on pense que, ou en France, la pression va rester pour que ces règles soient assouplies, ces règles budgétaires, pendant très longtemps. Je pense honnêtement que c'est toujours la réalité économique qui va prévaloir. La réalité économique, elle est ce qu'elle est. Les chiffres ne sont pas bons. Ils sont de moins en moins mauvais dans le meilleur des cas. On a toujours un risque de seconde vague, de restrictions qui va peser sur l'activité en fin d'année et donc d'ailleurs sur l'acquis de croissance, ce fameux acquis pour l'année prochaine, c'est ce momentum en 2021. C'est pas sérieux, pas raisonnable, et à mon avis, ce sera pour l'instant pas à l'ordre du jour de parler de remise en place de règles budgétaires strictes dès l'année prochaine. Donc on parle plutôt d'un moyen terme. Et d'ailleurs, ces règles, pour terminer, il faut les assouplir, il faut les revoir, il faut les rendre efficaces. Le think tank Bruegel, par exemple, à Bruxelles, travaille énormément sur ce sujet pour que ces règles soient non seulement rassurantes, crédibles, mais encore une fois, faciles à mettre en œuvre, efficaces. Sur le plan macroéconomique, Frédéric, vous êtes bien placé pour le savoir. Depuis un moment déjà, vous nous dites que l'inflation du mois de septembre en zone euro sera historiquement, dramatiquement faible, peut-être même négative. Je crois qu'Eurostat publie le chiffre demain, c'est ça, Frédéric? On a déjà eu les estimations en Allemagne, en France. On pourrait avoir pour la première fois peut-être une inflation cœur négative en zone euro sur un an, Frédéric. Il faut peut-être expliquer ou réexpliquer ce qu'est l'inflation cœur et quels sont les mécanismes structurels et conjoncturels peut-être qui nous amènent dans cette situation. Alors l'idée, c'est que l'inflation est déjà difficile à mesurer en temps normal. Elle est très très difficile à mesurer en ce moment. Des mouvements de prix relatifs, des paniers de consommation. Il y a énormément de bruit, donc il faut vraiment essayer de trouver la tendance de fond pour comprendre et espérer voir l'inflation remonter. Or, pour l'instant, dans toutes ces dimensions, le noyau dur de l'inflation, quand on enlève l'énergie et les prix alimentaires, est plutôt en train de baisser. Le supercore, des mesures un peu plus fines, vraiment de la tendance sous-jacente également. Donc, c'est une situation qui est très compliquée pour la BCE. Effectivement, demain, on va se rapprocher de zéro sur ce noyau dur, peut-être plutôt 0,1, 0,2, mais en tout cas proche de zéro. Le mois précédent, on était à 0,4, c'était déjà le record historique depuis que l'euro a été créé. Jamais on a baissé aussi bas, proche de zéro. C'est quelque chose que la BCE ne peut pas ignorer. Christine Lagarde est venue nous dire le 10 septembre qu'il y avait beaucoup d'éléments temporaires qui expliquaient cette situation. C'est vrai. Il y a une baisse de TVA en Allemagne qui sera inversée l'année prochaine, annulée. Il y a des dates de solde des vêtements en France, en Italie, qui a énormément ajouté du bruit également. Mais c'est pas le point. Le point, c'est que ça fait 10 ans, 12 ans que la BCE essaie de faire remonter l'inflation, qu'elle n'y arrive pas. Donc il y a ce phénomène d'hystérèse où on s'habitue, les agents, les ménages, les entreprises, à une inflation trop basse. C'est ça le risque. Et c'est ça qu'elle nous dit hier, dans un petit revirement, je pense quand même, à la conférence des ECB Watchers. Elle nous dit, attention, le risque, c'est qu'on s'habitue, que les anticipations d'inflation décrochent, soient désancrées. Et pour moi, c'est la première fois qu'un président de la BCE le dit de manière aussi explicite. Et ça, c'est un signe, je pense, qui ne souffre aucune ambiguïté d'un geste à nouveau à venir de la BCE, une augmentation très probable de son programme de rachat d'actifs. Augmenter le programme d'urgence pandémique, je crois que le montant qui circule, je crois que vous êtes positionné là-dessus aussi, Frédéric, ce serait 500 milliards de plus à l'occasion de la réunion du Conseil des gouverneurs du mois de décembre. Est-ce que c'est l'outil le plus efficace pour réancrer ces anticipations d'inflation, ou est-ce qu'il faut comprendre que c'est l'outil le plus consensuel aujourd'hui au sein de la Banque centrale européenne ? C'est l'outil de crise, de gestion de crise, et on est
encore dans cette crise. Donc pour moi, il faut quand même rester dans des choses simples. C'est le programme qui est quand même à 1350 milliards d'euros, une enveloppe déjà considérable qui peut être effectivement étendue de 400, 500, 600 milliards pour tenir entre guillemets jusqu'à la fin de l'année prochaine. Maintenant, la BCE est dans un processus en 2 étapes. Elle enclenche et elle a déjà amorcé sa revue stratégique. Et la vraie question, c'est après la crise. Malheureusement, il est fort probable qu'il faille encore du soutien et que comme Lagarde l'a dit hier, ce qui était non conventionnel devienne conventionnel et permanent. Ça concerne le programme de rachat d'actifs, donc comment mélanger, fusionner, améliorer tous ceux qu'on a déjà mis en place par le passé dans un outil qui devient permanent. Ça va être une grosse question, la question des limites, des contraintes techniques. Et la deuxième, c'est qu'il y a un autre outil, et à mon avis celui-ci peut aussi être réactivé et amélioré en décembre. C'est les TLTRO qui sont les opérations de refinancement conditionnées, ciblées des banques pour qu'elles continuent de prêter à l'économie réelle, aux PME notamment. Et là, on peut imaginer une baisse de taux sur ce taux d'intérêt qui est déjà à moins 1% historiquement bas. On peut imaginer une augmentation dans la durée, une extension de maturité. Et ça, c'est aussi, à mon avis, à l'ordre du jour. Merci beaucoup Frédéric pour vos remarques du jour. Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste de Pictet Wealth Management. On vient au marché boursier avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Ouais, un mot de l'évolution des indices boursiers. Là, on a eu ce mois de septembre quand même un peu plus agité. On attaque le 4e trimestre aujourd'hui. C'est vrai qu'on sent que la dynamique n'est peut-être pas cassée, mais elle s'est un peu essoufflée peut-être. Oui, elle s'est un peu essoufflée. Effectivement, si on regarde le bilan du Nasdaq sur le mois de septembre, c'est un peu plus de moins 5%. Et puis, on est effectivement dans des marchés un peu porte de saloon. On est toujours confronté à des achats, à des décisions d'investissement qu'on peut faire et immédiatement contredites le lendemain par un marché qui baisse et qui du coup nous met dans des positions délicates. C'est très très compliqué. On voit, et ça a été dit depuis qu'on a démarré cette émission, beaucoup de questions, beaucoup de sujets, que ce soit les négociations au Congrès, que ce soit la BCE, que ce soit le Brexit, que ce soit des entreprises. On a énormément de questions. On est un peu en plus à la croisée des chemins. C'est la fin d'un trimestre. On va attaquer le dernier trimestre. On aura donc bientôt les premières publications. Tout est très compliqué. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins et ça simplifie pas notre travail. C'est un peu un marché porte de saloon qu'on se prend dans la figure dès qu'on fait quelque chose. Effectivement, on a vu plus de secousses, plus de volatilité au cours du mois de septembre. Alors, il y a toujours ce feuilleton Veolia-Suez qui a démarré, j'allais dire, en même temps que Smart Bourse. Vous étiez là au démarrage, Franklin, on en parlait avec vous fin du mois d'août, début du mois de septembre, je ne sais plus. Le dossier est toujours sur la table et n'est pas complètement tranché encore. On voit le cours de Suez qui se traite autour de 16 €. On est quand même 2 € en dessous des 18 € qui sont aujourd'hui proposés par Veolia pour racheter, alors non pas la totalité de Suez, on le rappelle, mais un bloc d'environ 30% détenu aujourd'hui par Engie. Eh bien, effectivement, la question que nous posent nos clients, les investisseurs aujourd'hui, c'est maintenant tout semble limpide depuis hier soir, hormis donc ce délai de 5 jours, puisque 18 € proposés, acceptés par Engie. Ouais. Après, maintenant, on cale les détails sur assurer l'emploi, assurer différentes choses, mais tout semblait bien calé. Donc pourquoi ne pas aller, comme quand on avait eu Altran ou d'autres opérations, immédiatement on se cale sur le cours de l'opération et puis il ne se passe plus rien. Ben là, le problème, c'est qu'on a vu le fonds Ardian qui s'est invité ce matin, alors que tout était en voie de règlement, et que Ardian a trouvé est le chevalier blanc trouvé par Suez pour racheter, non pas seul, mais comme ça a été dit précédemment avec un consortium d'investisseurs, de quoi racheter cette participation. Ardian est historiquement lié à AXA, donc on voit que derrière, il pourrait y avoir une force de frappe réunie derrière AXA via Ardian pour reprendre cette participation. Alors, le problème, il est le suivant. Tant qu'on avait une opération avec Veolia, les choses étaient claires. Veolia rachetait les 29,9 et puis ensuite, dans un second temps, lançait une OPA au minimum à 18 € sur le sol et le reste du capital. À partir du moment où on a un fonds activiste, un fonds qui rentre et qui va prendre cette participation
avec des institutionnels. C'est plus la logique industrielle. On n'est plus du tout dans une logique industrielle, on est dans un fonds qui va valoriser sa participation, mais qui ne va pas lancer d'OPA. Et le risque qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est de dire, la Mécénite, si c'est Ardian qui remporte l'affaire, eh bien, Suez reviendra là où ils étaient avant, ils vont continuer leur bonhomme de chemin, ils vont continuer leur politique industrielle, ça reportera plus tard l'opération, puisque le but, ce sera quand même pas de les garder éternellement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je pense que Bruno Le Maire et donc les pouvoirs politiques vont être un peu les maîtres des horloges dans l'opération. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut régler une bonne fois pour toutes ce problème et créer et rester avec un volet industriel et créer un gros groupe qui pèse un peu plus, parce que les deux séparés ne pèsent quand même pas grand-chose au niveau de la planète. Et donc, en créant ce bloc français, ce serait une véritable force de frappe et on réglerait, entre guillemets, une fois pour toutes, le problème. Si c'est une solution avec des fonds d'investissement, on va reporter à plus tard, on ne réglera rien et on n'aura pas de logique industrielle. Deux stratégies complètement différentes. Logique industrielle, logique financière, on verra. 5 octobre. Et Engie, oui, c'est ça. Engie, Veolia se sont donné quelques jours de plus, mais voilà, l'accueil a été quand même plus favorable chez Engie et chez Veolia sur l'idée d'un deal qui permettrait donc à Veolia de racheter ce bloc détenu par Engie dans Suez d'environ 30% au prix de 18 € par action. Le titre ST Micro, je le signalais également en titre, parce qu'il faut s'arrêter quelques instants dessus. ST Micro, c'est un sans faute. Dans un secteur des semi-conducteurs, alors, qui ne connaît pas la crise, on parle quand même beaucoup de l'affaire Huawei, des tensions technologiques entre la Chine et les États-Unis qui peuvent perturber un peu ce secteur, mais visiblement, ST Micro trouve des compensations ailleurs pour compenser justement peut-être la faiblesse de ses activités avec Huawei aujourd'hui. Ah, complètement. Et d'ailleurs, la bourse ne s'y trompe pas. Le titre progresse de plus de 16% depuis le début de l'année. On dans est un marché en baisse de 20%. Le CAC perd un peu moins. Voilà, exactement. Et pour ne pas le citer, Odo sortait une étude ce matin et donnait comme objectif 33 €. Donc, sans aller jusque-là, autour de 18 €, on a véritablement des perspectives avec un PDG qui a revu à la hausse ses objectifs pour l'année. On est sur une société on l'évoquait tout à l'heure, qui a changé de profil. Il y a quelques années, on les avait, c'était poussif, on les avait sortis des portefeuilles. Et puis c'est compliqué quand on n'a plus une bonne image d'une société de revenir dessus. Et puis on est revenu dessus, on revient dessus, et on voit que là, on n'a plus du tout le même profil, on a une solidité qui est affirmée, on a des perspectives et des objectifs de par plusieurs brokers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un titre qu'on peut mettre tranquillement en portefeuille. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on disait. On a des secteurs comme ça dans la période 2020 qui tirent leur épingle du jeu, et ST Micro fait partie de ces valeurs-là. Effectivement, sacrée histoire de retournement, de recovery. Alors ça nous ramène quelques années en arrière, mais il y a des sujets de dette, des sujets de positionnement aussi industriel chez ST Micro. Voilà, le statut a changé, comme vous le dites, et ce sont quand même toujours des effets puissants quand une entreprise change de statut, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, on peut aussi être dégradé en termes de statut sur le plan boursier. Là, c'est l'inverse pour ST Micro. Donc la vedette du jour sur le marché parisien. Tiens, autre secteur très porteur, c'est le secteur des paiements, et notamment en Europe, puisque Bruxelles vient de valider le projet d'acquisition d'Ingenico par Worldline. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même ces derniers mois l'affaire Wirecard en Allemagne, dans le secteur des paiements, alors qui, loin d'avoir jeté un froid sur les autres acteurs du secteur, a plutôt renforcé les investisseurs dans l'idée que ces autres acteurs allaient sans doute profiter du fait que Wirecard sortait du business aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis alors, effectivement, l'affaire Wirecard aurait pu laisser des traces, mais on voit que l'ensemble du secteur, entre guillemets, a un peu profité de la crise quand même. Voilà. Donc, enfin, certains d'entre eux. Un acteur en moins, c'est peut-être plus favorable pour les autres acteurs. Exactement. Du secteur. Et il y a eu plus de demandes. Enfin, bon, c'était globalement quelque chose de positif. Effectivement, la Commission européenne a validé cette opération. Nous, Worldline, c'est un titre qu'on a toujours beaucoup aimé. Et actuellement, je ne vous cache pas, on est un peu déçu par le comportement d'Atos.
ça bouge pas, ça fait rien, et actuellement Worldline, on un arbitre. spin-off d'Atos, hein, Voilà. c'est ça. Voilà. Et donc en ce moment, on vend ce qui nous restait d'Atos et on se reporte sur Worldline. Ah, ouais. N'oublions pas que Worldline, ça valait 82,60 € début septembre, le 3 septembre, qu'on vaut autour de 72 € et qu'il y a des objectifs au-delà de 80 €. Donc les cours du début du mois, il y a à peine 4 semaines. Donc là, avec cette opération qui est validée, avec ce groupe qui va se constituer, eh bien oui, on fait cet arbitrage, on continue de parier et jouer sur le développement et l'avenir de Worldline, et on investit et on achète Worldline aujourd'hui. C'est un secteur dont on peut imaginer qu'il va continuer de se consolider, ce secteur des paiements en France et en Europe, peut-être même et désormais. Même dans le monde, c'est terriblement morcelé. Et il y a encore de tout petits acteurs, surtout aux États-Unis. Et je pense que tout le monde regarde quand on veut chercher de la croissance embarquée à travers des rachats. Aux États-Unis, il y aura sûrement d'autres opportunités. Et c'est un secteur qui va continuer de se concentrer avec des groupes qui vont se différencier, se démarquer. Ouais, bon, les États-Unis, bien sûr, hein, toujours présents quand on parle de technologie au sens large, de paiement également. En Europe, alors on peut citer, il y a Worldline Ingenico, il y a Nexi en Italie, hein, qui est le grand acteur des paiements en Italie. Il y avait Wirecard en Allemagne, Oui. une affaire qui n'a pas fini de faire du bruit et qui remonte sur le plan Moins politique 99% assez haut. depuis le début de l'année. Fini, oui, c'est sorti. 77 Worldline. centimes. Et surtout Adyen. Adyen, la star néerlandaise des paiements, et on faisait le point là-dessus l'autre jour avec un invité. Adyen, ça pèse plus lourd en bourse aujourd'hui que BNP Paribas, qui est la première capitalisation bancaire en Europe. Ça doit être 45-50 milliards de capi pour Adyen aujourd'hui sur le marché des Pays-Bas. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard qui est avec nous le jeudi, une semaine sur deux dans Smart Bourse à la mi-journée, le directeur général de Kipling Finance. Les marchés européens sont dans le vert en attendant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Nous on se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart.